Ceux qui font Monaco sont au micro. Je suis Geneviève Berthy et bienvenue dans le podcast de Monaco Info. Notre invité du jour est un journaliste sportif, présentateur, animateur ou commentateur. Il nous fait vivre le sport et le sport US en particulier. Dans ses émissions, dans ses livres, il nous transmet sa passion pour le basket, la NBA, la NFL, la NHL, bref, toute la culture américaine. Bonjour Rémi Reverchon. Bonjour Geneviève, comment ça va ? Ça va. D'abord, ça va bien parce que si tu es là, c'est aussi parce que tu as plusieurs passions à ton arc. Oui. Et une des passions importantes, c'est quand même la F1. Ah ouais, c'est pas par hasard que je suis là ce week-end-là, que j'ai le plaisir de venir pour la troisième fois déjà, troisième week-end de Grand Prix que je vais pouvoir faire ici à Monaco. C'est vrai que s'il y a bien un sport sur Terre qui pourrait peut-être un jour me faire quitter les États-Unis, c'est la F1, c'est le seul. C'est vrai ? Ouais, j'adore ça. Bon, quitter les États-Unis, oui et non, parce que t'as vu, ils ont pris un tournant très américain. De plus en plus, ouais. Bon, je sais pas, hein, mais alors... C'est bizarre d'ailleurs, peut-être tu vas me donner ton avis. J'ai pas l'impression que la F1 ce soit très US, tu vois, très américain dans l'esprit. Mais peut-être je me trompe. Je crois que non, à la base t'as raison, ça ne l'est pas. La culture là-bas, il est pas très développée, ouais. Mais ils essayent clairement, en tout cas, de pousser le truc en ce moment. Ils essaient de faire grandir le truc à mort. Ouais. Bon, après, ils ont le sens du show. Enfin, Las Vegas. Bon, Las Vegas, ils ont 2-3 trucs à régler. Miami aussi peut-être. Oui, Miami aussi. Mais quand même, on a l'impression que ça fait des gros événements. Peut-être un peu plus que quelques grands prix encore en Europe, là, maintenant. Tu vois, Imola, ouais. Si c'est pas Ferrari, c'est peut-être pas... Non, mais je suis d'accord, c'est indéniable. Alors, on peut... Moi, je fais partie des puristes F1. J'adore ça, j'aime les beaux tracés, j'aime le pilotage un peu hardcore, là, tu vois. J'étais un amoureux d'Ayrton Senna. Monaco sous la pluie, Ayrton Senna, moi, je demandais que ça chaque année quand j'étais gamin, tu vois. Et je comprends que les fans qui sont un peu comme moi soient parfois un peu déçus, tu vois, du tracé de Vegas, du tracé de Miami, des choses... Qui est un peu fluide. Et puis quand tu connais l'endroit à Miami, en plus, c'est sur un parking. C'est pas ultra sexy sur le papier. Ouais. Mais t'as raison qu'il faut leur reconnaître un truc, c'est que les mecs savent te monter un événement, quoi. Les week-ends, à chaque fois, sont incroyables. Alors après, on peut être déçu de plein de trucs. C'est du... tu vois, ça coûte ultra cher. Il y a que des stars, il y a que des VIP. Il y a pas l'essence même de l'amour du pilotage qu'on a tous sans doute aimé à un moment, mais on doit leur reconnaître qu'ils boostent ce sport. Voilà, ils ouvrent un pays, 330 millions d'habitants, à ce sport qui représentait pas grand-chose jusque-là, là-bas. Bon, c'est aussi parce que ceux qui ont racheté, le groupe qui a racheté Liberty Media, c'est un groupe américain, bien donc normal qu'ils veuillent un peu jouer à la maison aussi. Bah oui. Puis normal aussi, je pense qu'ils veuillent montrer qu'ils ont un vrai savoir-faire, parce que là, on va pouvoir parler de NBA, puisqu'on est en plein play-off en ce moment. Ah oui. Et que, à chaque fois qu'on regarde, puisque, comme on n'est pas sur place, on regarde les retransmissions de Bein. C'est bien, vous avez bon goût. Voilà, que tu commentes souvent. Et la réflexion que je me faisais l'autre jour, c'est que les Américains n'ont pas de problème de violence dans les stades. C'est vrai. C'est très différent. La culture du supporterisme aux États-Unis est très différente de ce qu'on connaît en Europe. Et alors, c'est un peu comme dans tout, hein, de toute façon, avec cette culture américaine, il y a à boire, à manger là-dedans, il y a du positif, du négatif. C'est-à-dire que oui, c'est safe. Tu peux aller voir un match avec ta femme, tes gamins, sans te sentir oppressé, mal à l'aise, ou ce que tu veux, ou en danger même. Après, l'autre versant, c'est que la passion est pas la même. Tu vois, moi j'ai... Ah, tu crois ? Elle est différente. J'ai regardé à la finale, c'était Kansas City en NFL, ils étaient 80 000 dans le stade, tous en rouge. Enfin, j'avais l'impression que c'était quand même le feu. Hein. C'était le feu, et c'est pas ça. C'est juste très différent. Là-bas, ils y vont pour vivre le truc. Dans certains gros événements, t'as raison, le Super Bowl, fantastique, tu vois, ça supporte une équipe à mort. C'est encore plus développé ça en sport universitaire aux États-Unis, où les mecs sont tellement attachés à leur fac. Tu vois, il y a un truc, mais il n'y a pas le côté animosité que tu as en Europe. Tu vois, tu connais le basket, un peu moins en Grèce dernièrement, mais en Serbie toujours beaucoup. Tu as des environnements qui sont hostiles de Partisan fou. Étoile Rouge. Quand tu connais un peu ce qui s'y fait, ce qui s'y dit, tout ça, tu peux trouver ça border d'ailleurs, mais tu peux leur reconnaître un truc, c'est que putain, qu'est-ce que c'est beau une ambiance comme ça, quoi. Et voilà, c'est pas pareil aux États-Unis. C'est pas pareil. Bon, toi en plus, aux États-Unis, tu y as vécu. Oui, plusieurs années, j'ai eu cette chance-là. Ouais.
Tu as fait quoi au départ? C'est pour tes études? Ouais, j'ai fait 1 an d'études dans le Colorado, dans une petite fac du Colorado, à 1 heure de route au nord de Denver. C'est pour ça que tu nous parles de fac. Voilà. J'ai ce côté-là. Je rêvais de vivre mon année sur un campus ricain, tu sais, comme dans les séries télé, avec les grands espaces verts, les cours, les machins, le sport tout le temps, les soirées, les fraternités, tout ça, machin. J'ai vécu tout ça. Les soirées. Ah bah ça en fait partie du package. J'ai eu cette chance-là, puis je suis rentré en France pour commencer à bosser, je suis devenu journaliste. Et puis un jour, j'ai pris mes clics, mes claques, je me suis mis une paire de gifles à moi tout seul. Et j'ai tenté l'aventure, je suis allé m'installer à Los Angeles. Et j'ai passé 3 ans à Los Angeles, 3 années fantastiques, où j'ai travaillé, où je connaissais personne à la base. Je suis parti sans filet, sans rien, avec mes économies que j'ai claquées pour m'acheter une caméra, un ordinateur de montage. Je suis parti là-bas, j'ai proposé mes contenus aux médias français, et ça s'est bien passé. Et j'ai découvert la vie de rêve de Los Angeles. Il fait beau, il fait chaud toute l'année. Bon, bah ici, vous connaissez un peu ça. À Paris, un peu moins. Mais d'avoir ce quotidien américain, d'aller voir les Lakers, les Clippers tous les jours, d'être assis. C'est de là que ça vient, le Lakers. Oui, évidemment, je couvrais mes je me disais, mais je vois pas le rapport entre le Colorado, Denver, parce que tu es quand même Denver Broncos. Bien sûr. Voilà, quand bien on sûr. parle football. Et je me disais, c'est bizarre, pourquoi les Lakers? Voilà. Parce que je les ai couverts au quotidien pendant 3 piges, et je me retrouvais à interviewer Kobe Bryant, tu vois, avec d'autres médias 1 jour sur 2, et j'étais assis sur le parquet avec à ma droite, à 4 mètres, Jack Nicholson, à gauche, Jay-Z et Beyoncé, et j'ai vécu des trucs incroyables. Est-ce que tu dirais que c'est plus... Alors, je sais pas comment formuler le truc. C'est plus accessible là-bas, parce que tu sais, je me retrouvais au bord du parquet avec une pluie de stars autour de moi. J'interviewais Kobe Bryant presque tous les jours. Si on fait le parallèle, on n'interviewe pas Kylian Mbappé tous les jours non plus, tu vois. T'as raison, mais ça, c'est le côté tellement commercial que les ricains ont bien compris du sport, le sport business aux États-Unis qui est développé au max. Et il y a des protocoles médias qui sont très stricts, mais qui offrent des opportunités incroyables. Tu vois, il y a un truc en NBA, par exemple, que les gens savent peut-être pas, c'est qu'avant les matchs, quand tu es accrédité média, de 90 minutes à 45 minutes avant le coup d'envoi d'un match NBA, le vestiaire est ouvert à la presse. C'est-à-dire que moi je rentrais avec ma caméra, t'avais les mecs, alors certains étaient déjà partis s'échauffer sur le terrain, mais d'autres étaient là en train de faire leurs chaussures, de s'étirer un peu, de tout ça, et toi t'es là, tu vois ce qui se passe, tu peux leur demander, alors c'est bien sûr au bon vouloir de chacun, s'ils veulent répondre à une question ou pas à ce moment-là. En France, là, ou en championnat de France de Ligue 1, essaye de faire ça, d'accéder à un vestiaire. On va te rigoler au nez, on va dire, non, vous faites quoi là, monsieur Vachon, vous êtes bien gentil là, mais non, mais c'est pas du tout. Et donc voilà, tu vois, ils t'offrent des trucs comme ça parce qu'ils savent que c'est ce qui fait vivre le sport, parce qu'au final, ces images, les fans vont les voir, ils vont peut-être avoir envie d'acheter un maillot parce qu'ils auront vu ça, ils auront peut-être envie d'aller au stade, etc. Et tu développes le truc comme ça, quoi. En fait, c'est eux les premiers qui ont créé ce qu'on appelle les contenus. Tout ce qu'il y a les insights, quoi. C'est eux qui ont créé ça. Ah bah oui, évidemment. Et tu sais que les premiers, d'ailleurs, si on pousse un peu le truc, je deviens presque un peu technique, mais c'est la NFL qui a lancé ça. Avant le basket, avant forcément. la NBA. Je dois reconnaître ce truc-là. La NFL a été précurseur en créant, au sein de la ligue, ils ont créé un département qui s'appelait NFL Entertainment, qui était en charge notamment de la production de tous ces contenus dont tu me parles là. Et ils ont rendu le sport beau, en fait. C'est-à-dire que, historiquement, tu vois, le sport... moi, j'ai des souvenirs gamin, le foot, t'avais une caméra là, le long de la ligne médiane, une autre pour les gros plans. Bon, c'était chouette, je voyais les buts de Zizou et tout, c'était fantastique. Mais la NFL a rendu ça beau. Je me dis que s'il y avait eu la qualité de production de la NFL à l'époque de Zizou, mais les highlights qu'on aurait aujourd'hui... Mais ce serait un délire. Mais c'est ça aussi. C'est intéressant que tu parles des highlights qu'on aurait aujourd'hui, parce que, en fait, ce qu'ils ont inventé, c'est la dimension patrimoniale. Complet. C'est-à-dire que c'est ça, en fait, qu'ils ont compris, c'est qu'ils laissent une trace. Aujourd'hui, si tu cherches des images de Kobe Bryant, qui a arrêté quand même de jouer il y a 10 ans, et que tu veux le voir au meilleur de ces moments, mais comme d'autres, tu as des images, et tu as des images de super qualité, et tu le vois à l'hôtel, tu le vois, ce qu'on faisait pas du tout, nous. Comme tu dis, on n'a pas d'image de Zidane à part les yeux dans les bleus, on n'a pas d'image de cette génération. Il reste les images de match basiques, tu vois, c'est tout. Ouais. Et le côté aussi mis en avant, et ça rejoint ce que tu dis, le patrimoine de tes légendes. Tu vois, je veux dire, la NBA, quand l'année dernière, LeBron James passe les 40 000 points en carrière, c'est le premier joueur à faire ça de l'histoire.
ils arrêtent le match sur le panier. Et là, tu vois, j'avais vu à cette époque en cette époque de réseaux sociaux, de Twitter, de tout ça, tout le monde a un avis sur tout. Et là, il y a plein de mecs un petit peu mal réveillés, je pense, qui disent c'est n'importe quoi, on n'arrête pas un match pour ça et tout. Mais moi, je trouve ça beau, en fait. Le mec a écrit l'histoire. Et je vois que vous en êtes un petit peu... Enfin, l'Euroleague s'en a un peu inspiré pour l'histoire de Mike James. Mike James, ouais. Et je trouve ça fantastique, en fait. Alors, je dois te dire, j'étais là ce soir-là, et je dois te dire que ça a surpris beaucoup de monde dans la salle. Ouais, bien sûr. Il y a eu un petit moment de flottement. Même Mike lui-même, il a eu un petit moment de flottement en se disant... Le match s'arrête, quoi. Ouais, tu vois, il n'était pas du tout... Et je comprends, parce qu'on n'est pas habitué à ça. C'est pas notre culture. Alors que je trouve ça dommage, parce que la mise en avant du patrimoine, putain, j'ai appris un truc incroyable. J'ai appris que jusqu'à il y a quelques semaines, moi... Alors pourtant, tu sais que je suis un amoureux de basket. Je suis un amoureux de basket en général. Alors NBA, c'est mon travail. Mais j'aime le basket, j'ai joué en France, j'ai joué en National 2 quelques années. Alors c'est à des années-lumière du niveau de la Roca Team, mais bon, j'ai joué en National 2 quand même, tu vois, ça a été ma passion. Ouais. Et je ne comprends pas, j'ai tellement envie de pousser ce basket, ce championnat de France, là, de le faire grandir. Et j'ai appris que jusqu'à il y a quelques semaines, la Ligue n'avait pas de statistiques historiques officielles. On ne savait pas officiellement, et alors ça y est, ça a été compilé il y a quelques semaines, mais je me dis, il a fallu attendre 2024 pour ça. On vient à peine de compiler les statistiques pour savoir qui est officiellement le meilleur marqueur, le meilleur rebondeur, le meilleur passeur de l'histoire du championnat de France. Ouais. Tu te rends compte qu'on ne savait pas ça il y a un an ? Je trouve ça aberrant, tu vois. Bon, il faut souligner que là, il y a une équipe qui s'est mise en place à la Ligue et qui fait un travail... qui rattrape des années de retard. Ça, faut le dire. Mais on parlait du fossé qui existe entre les US et l'Europe en matière moi, je dirais de sport-industrie. Oui, parce que... t'as raison. Eux, ils ont créé une industrie et ils la traitent comme telle. C'est-à-dire qu'ils vont au maximum dans tous les secteurs. Pas qu'en marketing, d'ailleurs. On parlait de... Tu vois, si on parle de règlement, la ligne à 3 points, ça vient d'eux. Il y a des trucs... ils ont un nombre de minutes différent que ce qu'on a. Les cartons, c'est quand même leur invention. Oui. Enfin, tu vois, je me dis... et c'est pour ça que je voulais en revenir là. Pourquoi la NFL, ça marche pas, alors ? Pourquoi la NFL, ça sort pas de chez eux ? C'est une très bonne question, ça. Et c'est fou comme ce sport qui est tellement puissant, cette ligue qui est tellement puissante. Il faut réaliser qu'aux États-Unis, ça écrase tout le reste. Les gens le savent pas. Ça écrase la NBA, ça écrase le baseball, le hockey, tout ce que vous voulez, le soccer, tout ce que vous voulez, ça écrase tout. C'est fou comme culturellement, ils n'ont pas réussi pour l'instant à s'exporter. Il faut être dans une niche ultime dont je fais partie, dont tu fais partie, dont certains font partie, mais c'est une niche clairement. On se compte sur les doigts de la main. Il n'y a pas grand monde en dehors des États-Unis qui s'intéresse à ça. Alors culturellement, ça s'explique par plein de choses. C'est hyper haché comme sport, beaucoup de temps mort, beaucoup de plus qu'en NBA, plus que tu vois, c'est pas dans notre culture à nous. Le baseball est un exemple similaire où c'est un sport assez lent au final, tu vois. Mais c'est compliqué et sociologiquement ce serait intéressant, tu vois, d'essayer de comprendre pourquoi en France on a un sport cousin, c'est le rugby, tu vois, qui marche bien, mais qui du coup fait une ombre terrible à la NFL. Il y a une espèce de mépris de l'un pour l'autre en fait, tu vois. Oui, on a l'impression. Alors, écoute, pour te dire, l'année dernière, donc au Grand Prix, invité de l'ACM, de l'Automobile Club, Odell Beckham Jr. qui est quand même... sûr. Voilà. J'ai vu Odell Beckham Jr. se sortir des paddocks. Tranquille. Personne. Alors moi, je dis au photographe qui était à côté de moi, je lui dis, mais tu as vu qui vient de passer ? Il me dit, bah non. Et quand je lui ai dit le nom, il m'a regardé. J'ai vu qu'il... il savait pas trop. Voilà. Et du coup, c'est une question sur laquelle on peut discuter longtemps, mais quand tu me dis, j'ai vécu à Los Angeles, etc., est-ce que tu n'as pas quand même l'impression qu'aux États-Unis, il y a cette culture du tout est possible, une espèce de monde différent qu'on n'arrive pas à récupérer en Europe, pour une raison que je m'explique pas. C'est un peu... Il y a des gens qui te disent que c'est cliché de penser ça, mais moi je pense que c'est encore vrai. Le fameux rêve américain, bah oui. Alors il a plein de
il y a plein de trous dans la passoire, hein, mais il existe toujours ce rêve américain, et le monde du sport est le meilleur exemple de ça, en fait. Tout est culturellement, et alors je sais que c'est un truc hyper touchy, je sais que ça avait fait parler il y a pas très longtemps, je sais pas si tu te souviens, sur un plateau de télé de Léa Salamé, il y avait eu un espèce de clash entre Florent Manodou, Kev Adams et Léa Salamé, qui en gros soutenaient que la France est un grand pays de sport, etc. Et Florent Manodou, qui est quand même l'un des plus grands sportifs français de ces dernières années, multiples médailles olympiques, qui disait que non, pour lui, culturellement, c'est pas dénigrer la France que de dire ça, mais n'est pas un grand pays de sport. Et j'adhère à 100% à son discours. Être un pays de sport culturellement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire plein de choses. On peut se baser sur le prisme des résultats, bien sûr. La France a de bons résultats historiquement dans le monde du sport, très bien, mais ça suffit pas. La culture, pour moi, c'est plein d'autres choses. Et c'est la connaissance, c'est l'éducation. Moi, je trouve que le modèle américain du sport universitaire, dont tu parlais tout à l'heure, c'est un modèle inégalé, quoi. Enfin, alors, en tout cas, bien sûr, et c'est un rêve, c'est pour ça que je voulais aller là-bas, moi. Alors après, on peut dire, oui, mais ça coûte $40,000 pour une année, etc. C'est vrai. Mais avant ça, avant même de parler du sport universitaire, il y a le sport à l'école. Quand tu grandis aux États-Unis, les gamins qui sont dans l'équivalent de l'école primaire, alors le système est fait différemment, mais ils ont cours assez tôt, à 8h ou 8h15. Ils enchaînent tous leurs cours jusqu'à 13 ou 14h, donc c'est une longue matinée. Ils ont un petit break déjeuner qui est très court, parce que c'est pas leur culture comme chez nous de prendre 2 heures de break le midi. Et derrière, ils ont tous les jours, 2 heures de sport. Tous les jours, du lundi au vendredi, ils ont l'après-midi 2 heures de sport. Quand nous, dans notre système en France, on a 2 heures de PS dans la semaine, dont on a absolument rien à foutre, où on va avoir zéro respect pour le pauvre prof de PS qui ne peut pas faire grand-chose, et qui ne développe aucune culture. Voilà, là-bas, les gamins, ils apprennent à aimer le baseball, à aimer le foot US, à aimer le basket, à aimer la course, l'athlétisme, à aimer tout ça, dès qu'ils ont 4, 5, 6, 7, 8 ans. Je trouve qu'il y a du chemin à faire, quoi. En parlant de chemin, j'en profite pour glisser que tu conçois et tu édites des guides. En tout cas. Enfin, on en est à la deuxième version, donc je pense qu'il y en aura d'autres, sur comment visiter les US avec les villes que tu as choisies. Et il y a plusieurs villes, puisque moi j'ai la chance de l'avoir eu, le guide. Il y a plusieurs villes qui m'ont interpellée, et notamment, l'autre jour tu me disais, moi j'adore Denver. Ouais, c'est vrai. Mais pourquoi ? Alors déjà parce que j'y ai vécu, donc je suis un peu biaisé. C'est peut-être ça. Je suis pas très objectif sur ce coup-là. Denver, c'est une ville très sous-cotée aux États-Unis. J'ai eu la chance d'y retourner en plus l'année dernière pour les finales NBA. Je commente sur place à chaque fois. Je vais y repartir bientôt là. Je sais pas encore où d'ailleurs. Et je n'irai pas à Denver qui s'est fait éliminer. Et Denver, c'est une ville très sympa. C'est une ville déjà qui est très belle, qui est en altitude, dans les montagnes rocheuses, 1600 mètres d'altitude, la Mile High City, la ville à 1 mile d'altitude, 1600 mètres, 1609 mètres, et qui est dans les montagnes. C'est magnifique, t'as ta skyline depuis le centre-ville. Quand tu marches un peu, tu te balades, tu vois les montagnes au loin qui sont toujours enneigées, là les rocheuses, c'est magnifique. C'est une grande ville de sport, il y a tous les sports majeurs, il y a le basket bien sûr, il y a la NFL avec les Broncos, il y a la NHL avec les Avalanches, il y a le baseball avec les Rockies. 4 sports majeurs américains. C'est une ville très hype, Denver. C'est une ville déjà qui est très démocrate politiquement, et ça veut dire plein de choses, parce que peu importe tes idées politiques, ça veut dire déjà que c'est une ville qui est assez libertaire sur plein de trucs. C'était le Colorado, c'était par exemple, je veux pas te dire de bêtises, mais je crois le premier état, alors je suis pas fumeur, c'est pas mon cas, mais à libéraliser le cannabis aux États-Unis, à libéraliser plein de lois sur l'homosexualité, etc., le mariage homosexuel, ce genre de choses. Donc tu vois, ils sont très en avance sur plein de choses comme ça. À côté de ça, moi je suis un amoureux de bouffe, c'est une ville de foodie. Il y a plein de petits restos sympas, des petits cafés où ils te font tes petits mochaccino avec les décors dessus et tout machin. C'est hyper sympa. Donc tu veux dire que Jokic il se sent pas complètement dans un endroit. Bon, alors c'est peut-être pas le meilleur exemple, je sais pas comment il vit, mais parce que on parle beaucoup des Américains qui viennent en Europe pour jouer et qui ont du mal à s'adapter. Est-ce que toi qui vas commenter là-bas et qui les vois et avec qui tu peux discuter avec eux, est-ce qu'ils ont du mal, les Européens, à s'adapter aux États-Unis pour jouer ? Certains, ouais. Et Jokic, c'est marrant parce que c'est un bon exemple. Il a du mal. Jokic, tu sais, c'est un gros nounours qui a ses habitudes, il a ses frères, sa famille. Il aime le basket, t'as presque envie de dire qu'il s'en fout, il aime ses chevaux, lui, tu sais, c'est un obsédé de course hippique, de tout ça, il a sa propre écurie. Tout le glamour, le bling-bling, l'argent, tout ça, il s'en fout, Jokic, c'est pas lui. Et à Denver, dans une ville, comme je te dis, qui est un petit peu hype, un peu sympa, un peu en avant, comme ça, tu vois, je pense que ça lui convient bien parce qu'il serait tombé
À Boston. Alors Boston compliqué, mais je pense pire même les villes du Midwest, tu sais, genre à Oklahoma City, dans le Texas, à Houston, toutes ces villes là qui sont, tu sais, bien ricaines, là, bien républicaines, tu vois ce que je veux dire, là, profondément ricaines. Je pense qu'il aurait eu plus de mal, ouais, pour de vrai. Ouais. Bon, donc on est d'accord, il y a quand même un fossé culturel entre les US et l'Europe, qu'on comble un petit peu ou pas, mais il y en a un. Bien sûr. Et donc, ce que je voulais savoir, c'est qu'est-ce qui prédestinait jeunes basketteurs, même avec du talent, etc., à avoir autant d'appétence pour les US, quoi. Est-ce parce que toi, tu viens d'où ? Tu viens du sud, de l'ouest de la France, hein ? Ouais, alors j'ai eu la chance de beaucoup bouger étant gamin. Je suivais mon père qui bossait dans la banque et on déménageait beaucoup. Mais en général, je dis que je suis de La Rochelle parce que j'ai passé mon bac là-bas. J'ai passé quelques années là-bas. Je suis de La Rochelle. Bah oui, parce que j'ai vécu en région parisienne, j'ai vécu à Béziers vers Montpellier. Je suis né en Espagne. Tu vois, j'ai vadrouillé un petit peu. Mais je dis que je suis de La Rochelle, voilà, parce que j'ai passé mon bac et mon lycée là-bas, donc je considère ça comme ma ville. Et écoute, moi c'est le basket qui m'a fait tomber là-dedans, hein, le fait de découvrir, tu sais, quand t'es ado, et bah cette culture, de voir les posters des États-Unis. Quand je commence à m'entraîner avec la Nationale 2 de La Rochelle, on avait un Américain dans l'équipe et il me racontait ses histoires et ça me rendait ouf, tu vois. Il me racontait sa fac, il me racontait quand il était sur le campus, qu'il avait fait la marche Madness, etc. Je me disais, mais j'avais des étoiles dans les yeux, je voulais vivre ça, quoi. Et puis c'est l'époque, alors moi je suis de 85, j'ai 38 ans, je vais avoir 39 ans. C'est l'époque où il n'y avait pas Netflix, il n'y avait pas tout ça, je suis un vieux con, il y avait les cassettes VHS, et un peu, tu vois, et là je vais perdre la moitié des gens qui nous écoutent, mais les cassettes VHS, ces énormes trucs que certains d'entre vous n'ont sans doute pas connus, que l'on mettait dans des magnétoscopes, et mes parents m'achetaient, tu vois, les premières cassettes de Friends, la série Friends, en anglais, et j'adorais entendre parler anglais. Parce que là maintenant tu es bilingue, bon tu as vécu là-bas, mais t'es bilingue. Bah oui, après 4 ans sur place, ouais, mais j'ai pas de mérite, hein, c'est normal, mais oui, bien sûr. Ça a été compliqué. Alors, on a parlé des autres. Est-ce que pour toi, le fait de t'acclimater aux US, ça a été compliqué ou pas ? Eh ben un peu. Plus que ce à quoi je m'attendais. Quand j'arrive en fac là-bas, tu vois, je me rends compte. Alors, tu vois, l'anglais, déjà, j'ai toujours été bon étudiant. Je parlais en anglais, en cours, j'étais très bien. Et ben, j'arrive là-bas, je me rends compte que je parle pas du tout anglais, en fait. Que l'anglais que t'apprends en cours, oui, c'est des bases, c'est important, il faut le faire. Tu peux commander le pain à la boulangerie, voilà. Mais bon, bref. Mais j'arrivais et je peux te dire que il m'a fallu 3 semaines déjà pour réussir à me faire comprendre et à comprendre ce qu'on me disait. Puis choc culturel, j'arrive sur un campus ricain. Moi, j'étais un petit étudiant français. Petit, t'es grand, assez jeune. Par la taille, oui. mais ce que je veux dire, c'est que j'étais un peu tout mignon, tout timide, tu vois. Et j'arrive sur ce campus où je me retrouve coloc avec un ricain, tellement ricain. Qui parle avec son accent, qui fait pas d'effort, qui en a rien à foutre, limite il me regarde bizarrement, c'est quoi ce français là, et tu vois, il y a eu un petit choc culturel, comprendre comment ça fonctionnait, ce que je pouvais, pendant 2 semaines je me suis dit mais je vais pas être heureux en fait ici, et en fait si, j'ai été très heureux là-bas. Bah, il y a peut-être un déclic à un moment donné. Alors je disais t'as été grand, petit, mais en fait t'as toujours été plus grand que les autres en taille. Tu fais combien là, tu fais 2 mètres? Non, un peu moins, 94. Bah, 94 c'est grand quand même. Mais je l'ai fait très jeune, t'as raison, à 13 piges, je pense, je suis en 4ème, je fais 1m94. Et sauf qu'à l'époque, j'étais un gamin de 13 piges d'1m94, je pesais 60 kilos, quoi, j'étais une brindille. Aujourd'hui j'en pèse 100, tu vois, donc il y a eu un gain de masse en Wembanyama, il a à peu près ce rapport-là, hein. Oui, c'est un bon exemple, tu vois. Alors, version, si lui c'est le XL, moi j'étais version M, tu vois. Mais c'était un peu les formes, quoi. Il fait 2,23 Ouais, 2,23, 2,24. Et... Alors, j'ai pas son poids, mais non, il doit être pas loin de 110, je pense, quand même. Ouais, enfin, quand il quitte Boulogne-le-Valois l'année dernière, je pense qu'il est pas à 110. Hein. Je pense qu'il est pas à 100 kilos. Non. Je pense qu'il a pris 10 kilos en un an, là. Pas loin. Parce que c'est toujours la question que je me pose. Je me dis, quand les grands arrive à être mobile, c'est quoi ? C'est une question seulement de rapport poids-taille ? Non. Ah bah non, parce que ça serait trop facile, t'en as plein des grands minces, mais qui sont pas mobiles comme Victor. Lui, c'est un ovni, littéralement, c'est son surnom, mais il le mérite, c'est un alien, quoi. C'est justement ce qui fait sa force. Et pour la draft NBA de cette année, là, il y a un autre Français qui pourrait bien finir premier, c'est Alexandre Sarr. C'est alors taille, dimension un poil en dessous, il fait 2,12 quand même, mais c'est le même rapport. C'est un grand fin qui est ultra mobile. Et ces mecs-là, c'est justement parce que ce sont des anomalies qui percent. Parce qu'un mec de 2,12 ou a fortiori un mec de 2,24 comme Victor,
qui bouge comme lui, je te parle même pas des qualités basket ballon en main, je te parle vraiment de bouger comme lui, c'est pas naturel. C'est pas naturel. Les mecs de cette taille-là, on en a tous croisé dans la rue, partout. Si des fois, alors déjà ne regardez pas les mecs de 2m20 comme des bêtes de foire, parce que moi, avec mon 1m94, j'y ai droit de temps en temps et ça fait bizarre. Mais c'est pas agréable. Ouais, c'est pas hyper agréable de sentir les regards. Alors si moi à 94 je les sens, j'imagine à 2,20 ce qui doit sentir. Mais des mecs de 2,20 en général, et bah ça bouge, c'est pas hyper bien coordonné, c'est un peu dégagandé, tu vois ce que je veux dire, ce qui est normal parce qu'ils ont des segments tellement longs les mecs, tu vois, et c'est des anomalies de la nature quoi. Et puis après la vie quotidienne, alors bon à 94 peut-être tu le sens moins, mais dans la vie quotidienne un type qui fait 2m20, les lits sont trop petits, les portes sont trop basses, les fringues, tout, les sièges dans les avions il n'arrive pas à entrer, enfin bon il y a plein tu dois connaître un peu Fred Weiss avec qui je bosse habillé beaucoup, tu vois, c'est Fred, il fait 2m18, le pauvre, bah oui bien sûr. Alors après, il s'y est fait, il a adopté de toute façon ce mode de vie qui est le sien. Mais bien sûr que dans la vie de tous les jours, il y a plein de désagréments, plein. Plein. On revient à quand tu étais aux États-Unis, dans l'année de fac. Est-ce que là, tu décides de ce que va être ton métier, ta vie? Parce que tu me dis, moi j'ai joué au basket, j'ai joué en N2, etc. Tout ça, c'est encore pas être journaliste. À quel moment tu décides que toi, ton truc, ça va être de parler de sport aux gens, d'être journaliste sportif en fait, où tu veux pas être sportif, tu veux être journaliste seulement. Alors il y a deux étapes dans cette réflexion. La première, c'est l'année de mon bac. Tu vois, plus jeune, j'ai 18 piges. C'est avant, à La Rochelle. La Rochelle. J'y suis. Où je joue donc au club de La Rochelle, qui est en play-off en ce moment pour essayer de monter en Pro A. Je croise les doigts. Où je suis un peu, tu vois, le jeune gamin qui monte dans le club. C'est-à-dire que je joue déjà avec la Nationale 2 alors que j'ai 17 ans. J'ai 2-3 centres de formation qui appellent à droite à gauche. Je me souviens, je vais faire des essais au CSP à Limoges, à Angers, enfin plusieurs clubs. Et là se pose la question avec mes parents, c'est je suis pris dans 2-3 endroits et qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je tente de faire du basket ma carrière ? J'y vais, je pars en centre de formation et je mets un peu les études de côté parce qu'on va pas se mentir, quand t'es en centre de formation, ok, t'es inscrit en fac, on sait ce qui se passe. Ou je privilégie les études. Et là, c'est une réflexion qui est dure parce qu'à 17 piges, toi, t'as qu'une envie à cette question-là, c'est de dire moi, je veux faire du basket. Papa, maman, vous êtes gentils, mais vos études de je sais pas quoi, moi, ça m'intéresse pas, je veux faire du basket. Tu vois. Mais heureusement, j'avais un peu de recul, mes parents m'ont bien aidé. Et surtout, le déclic, c'est que je suis pris dans une école de journalisme qui est assez difficile à intégrer, qui est à Tours, qui s'appelle, tu connais, l'EPJT, l'école publique de journalisme de Tours. Je suis pris là-bas. Et c'est mon déclic. En gros, j'ai la chance d'être pris, j'ai passé les concours et tout, je suis pris, je peux pas laisser passer l'opportunité. Moi, journalisme, c'est un truc qui me trotte dans la tête, donc j'y vais. Première étape, je mets le basket un peu de côté, je veux devenir journaliste. Mais à l'époque, moi, je veux journaliste, je veux être Tintin, tu vois, je veux mon bloc-notes et aller à la guerre, tu vois, je veux être Tintin. C'est ça, en fait, pour moi, être journaliste. Alors, je vais pas te contrarier, mais t'es un peu grand pour Tintin. C'est vrai. Puis j'aime pas les chiens, donc j'ai pas mis de toute façon. Et voilà. Mais du coup, ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est que pendant mes années de journalisme, d'école, tu fais des stages. Par facilité, parce que c'est mon milieu, je me retrouve à faire des stages dans des rédacs sport, le magazine Basket News, pour Canal+, avec les sports, enfin voilà. Et donc, au moment où je suis diplômé après les États-Unis, se pose la question, qu'est-ce que je fais ? Et en fait, naturellement, je m'oriente vers le sport, quoi. C'est ce que j'aime, c'est ce que je veux. J'ai beau lire le journal tous les jours, m'intéresser à l'économie, à la politique, à ce que tu veux. Ma passion à moi, c'est le sport. Et donc, je rentre là-dedans, et puis après, les chemins de vie font que j'ai réussi à atterrir chez Cabine Sport et à revenir à ma passion première qui est le basket. Mais je voulais faire du sport. Ouais. Parce que j'ai lu, tu dis, les aléas de la vie. Enfin, j'ai quand même lu quelque part que c'était Charles Bétry qui t'avait recruté à Bein. Tout à fait, c'est lui. Il te repère quelque part ? Quand je suis aux États-Unis. Je travaille donc depuis 3 ans aux États-Unis. Je suis correspondant de Canal+ pour la NBA, de BFM TV aussi pour les infos GD. Donc je suis un peu Tintin, tu vois, quand même. Je fais plein de trucs là-bas. Donc, alors, parce que ceux qui nous écoutent le savent pas, mais quand on fait BFM, on fait tout. Donc tu fais ton cadre, tu fais ton montage. Donc là, tu fais vraiment tout. Très formateur. Voilà. T'as raison. Et il te voit là-bas. Et donc il me voit, alors je sais pas sur quel média, mais il me voit. Et je reçois un coup de fil un jour. Salut Rémi, Charles Bétry à Paris. Je suis un peu sur le cul. Charles, pour moi, c'est une sommité du journalisme et tout. Très très fort. Et ouais, immense mec, pour qui j'ai une grosse pensée affectueuse aujourd'hui parce qu'il va pas bien. Et voilà, j'adore ce mec-là, donc je pense fort à lui. Et
Et il m'appelle et il me dit qu'il est en train de monter une rédac pour cette chaîne. On sait pas trop ce que c'est, le Qatar qui arrive, tu vois, à l'époque. Bein, au départ, c'était un peu... Personne ne savait trop. Parce que d'abord, c'est les premiers à avoir inventé le multicanaux. Oui. Donc, ils arrivent en disant qu'ils vont avoir 8 canaux. C'est énorme. Et là, on se dit, mais qu'est-ce qu'ils vont mettre sur les 8 canaux? Les types, ils sont fous. Bien sûr. Et donc, on est un peu... C'est flou, hein. C'est flou, puis ça fait peur. Puis tu sais, il y a j'en sais rien, ce racisme primaire, ambiant, de dire c'est quoi ça le Qatar qui va mettre de l'argent là-dedans, ça fait peur. Est-ce qu'ils vont venir 6 mois puis se barrer? Enfin, il y a plein de questionnements autour de ça. Et moi, je sais pas, j'ai toujours fonctionné à l'instinct dans ma vie. Mais là, Charles, en gros, il me dit, si t'es prêt à rentrer en France, il y a un poste pour toi. Et tu vois, c'est pas simple comme décision. Moi, j'habite à Los Angeles, je suis installé, j'ai ma vie là-bas. C'est pas évident, quoi, de rentrer à Paris. T'es finalement heureux là-bas. Je suis hyper heureux, j'adore ce que je fais, je suis très heureux depuis 3 ans là-bas et je vis ma meilleure vie vraiment. Ouais. Mais moi je suis carriériste, mon boulot avant tout, j'ai envie de réussir dans la vie et là à l'instinct, tu vois, mon estomac me dit vas-y, fonce, y a un truc qui sent bon, vas-y. Ouais. Et donc je prends le truc, j'aurais pu me gourer, tu vois, et j'aurais pu me retrouver comme un con 6 mois après si le Qatar s'était barré. C'est pas le cas, on est 13 ans plus tard, je suis toujours là, Bein est toujours là, ça marche bien et je suis le plus heureux du monde dans mon boulot. C'est vrai que tu dis on est 13 ans plus tard, donc tu arrives et tu rentres dans la rédaction de NBA, enfin qui couvre la NBA, puisque Bein a les droits NBA. Traditionnellement, depuis 13 ans, c'est eux qui les ont. Enfin, il y avait Canal Plus un petit moment, mais ça n'a pas duré. Ils ont les droits NFL, donc ils ont les droits de tous les sports US sur le territoire français. Donc finalement, toi, tu as une place qui est... Alors, je ne veux pas dire toute trouvée, mais... parce ça que a du sens. Voilà, ça a du sens. Ouais, complet. Ouais. Ça a du sens. Il veut un mec comme moi, un peu jeune à l'époque, Charles, polyvalent, qui parle anglais, qui ait cette culture américaine et tout ça. Voilà, ça a du sens. Et puis c'est devenu... À la base, quand il me signe... On n'a pas les droits NBA, c'est encore chez Canal+. Ouais, c'est encore chez Canal. Et on a la NFL par contre, mais la NBA c'est un projet. Il me dit on va essayer de prendre les droits NBA, mais je pars là-bas sans garantie en fait. Sans garantie, ouais. Et finalement, heureusement, les droits NBA arrivent quelques mois plus tard. Ouais. Ouais, parce que traditionnellement c'était un autre Charles, hein, qui était la voix la voix du basket pour Canal. Et c'est vrai que voilà, l'aventure Bein, c'était un peu comme la révolution à laquelle on ne s'attendait pas. Hein. Maintenant, il y a les réseaux sociaux. Alors, on n'en a pas encore parlé parce que tu es quand même, toi, très actif sur les réseaux. Ouais. Enfin, très actif professionnellement. J'aime bien ça. Voilà. Je m'en sers beaucoup. Ouais, tu t'en sers. Et c'est une révolution que peut-être le monde des journalistes et des médias n'avait pas vu arriver. Hein. Ah, il se l'est mangé plein de têtes, même, tu veux dire, ce monde des réseaux sociaux. Là. Aujourd'hui, ça fait partie intégrante du taf. Tu vois, moi qui suis dans la production et la diffusion d'événements sportifs, Bein, c'est ce qu'on fait. Hein. Alors, ok, il y a des émissions, du journalisme et tout ça, mais au final, les gens payent pour voir des matchs. Voilà, c'est aussi bête que ça. Et... Bein, c'est du live, beaucoup. Ouais. On a des émissions, voilà. On a NBA Extra, on a tout ça, mais les gens, ils veulent leur match. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est indispensable en fait. Ouais. Les gens, ils veulent savoir tous les jours quel match on diffuse ce soir sur Bein, sur quelle chaîne, à quelle heure. Il faut les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'il y a de plus réactif que ça, tu vois, c'est fini. Je veux dire, je connais plus personne qui achète un magazine télé pour connaître le programme, en fait, tu vois. Tu vas sur Internet ou sur Twitter, quoi, et tu regardes. Il faut s'en servir. Mais du coup, ça te donne un rapport assez direct avec le public. Comment tu le gères, toi? Parce que quand on dit toujours, hein, dès qu'on voit quelqu'un à la télé, on a l'impression de le connaître, on a l'impression de pouvoir s'adresser à lui, comme si c'était le mec qui habitait à côté, quoi. Comment tu arrives à gérer ça? Parce que forcément, tout le monde n'est pas d'accord avec ce que tu dis, ou tu n'es pas d'accord avec ce qu'on te dit. C'est un rapport... C'est intéressant, culturellement ce que tu racontes là, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, grâce à Twitter, grâce à Instagram, les gens ont l'impression d'avoir obtenu naturellement le droit de te parler. Et c'est très condescendant ce que je suis en train de dire, mais je veux dire, qui que tu sois à la télé ou pas à la télé, je veux dire, moi je vais pas aborder un inconnu dans la rue et me mettre à lui parler comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Et, je vois bien, ouais. Et le truc, c'est comme les gens ils me voient à la télé, t'as raison, ils pensent tous qu'ils peuvent me parler et que surtout, c'est surtout ça, c'est que je leur dois la réponse. Moi, je suis actif sur les réseaux, j'essaie d'engager ma communauté, je réponds au max de ce que je peux, etc. Mais quand il y a des gens qui me gonflent, ils me gonflent. Et je réponds pas. Voilà. Et j'ai le droit. C'est mon droit sur les réseaux, j'ai aucune obligation. Il y a des gens qui le prennent mal. Ça m'arrive de manger des messages. Reverchon, il se la raconte, je lui ai envoyé 4 messages, pas une réponse et tout.
Bah ouais, en fait, je fais ce que je veux, c'est Twitter, j'ai pas d'obligation. Moi, c'est pas mon métier, je suis pas payé pour répondre, je suis pas community manager pour répondre sur Twitter. Et puis si on était dans un bar, peut-être que je t'aurais pas répondu. Bah ouais, je t'aurais dit, écoute, je suis avec mes potes, laisse-moi tranquille, voilà. Après, la réalité, c'est que 99% des gens sont adorables, que j'adore leur répondre. Ils ont des questions soit basiques et simples et normales, voilà, c'est quel match ce soir sur quelle chaîne, tu vois, et tu réponds. Soit ils veulent discuter basket, ah bah pourquoi les Knicks ils ont pas réussi, machin, ce qui est cool. Et puis de temps en temps, t'as des haters. Ça arrive quand tu passes à la télé, quand t'es un peu public, c'est normal, ça fait partie du jeu. Mais moi, je suis rassuré par le fait que je te dis 19% des gens sont grave gentils et bienveillants, et c'est quand même agréable. Tu dis, moi je suis dans la rue, je vais pas parler à un inconnu. T'es timide ? Un peu. Je crois que je l'ai été en tout cas, je le suis peut-être moins aujourd'hui. La télé, ça doit aider quand même. Ça développe un peu. Après, la télé, ça cache un truc qui est assez marrant, c'est que c'est facile de parler devant une caméra, même si t'as 10 000, 100 000, 1 million, 10 millions de gens de l'autre côté qui te regardent, t'as pas cette notion de public. Et tu vois, je me rends compte les fois où il m'arrive d'animer des trucs en public, j'ai dédicacé mon bouquin plusieurs fois, je me retrouvais à parler devant 150, 200 personnes, et bah c'est plus stressant de monter sur une scène avec un micro devant 200 personnes que de parler à la télé en direct à 100 000 personnes. C'est bizarre, hein ? Mais parce que quand tu parles à la télé en direct à 100 000 personnes, en fait, tu parles à un gars qui est en train de te filmer. Bah ouais, tu parles à un bout de métal avec un point rouge qui s'allume dessus et un mec derrière qui tient la caméra. Voilà, terminé, t'as raison. Et t'as beau savoir tout le monde qu'il y a derrière et tout, bah c'est pas la même chose en fait. Voilà. Et là, tu disais, moi je fais ce que je veux, etc. Parce que j'essaye d'écouter ce que tu dis. Je me dis, tu dirais que t'as un caractère facile ? Non. Tu vois, ça te fait rire. Alors, mais pourquoi ça te fait rire ? Bah ça me fait rire parce que ça ferait marrer des gens. Tiens, je vais faire circuler ce podcast à 2-3 personnes, ça va faire rigoler doucement. Alors moi je te dirais que je suis un agneau et que je suis le mec le plus gentil de la planète, évidemment, mais à écouter les gens de mon entourage, ouais, pour dire les choses clairement, je peux être un petit peu casse-couille. Après... Bah, t'es persévérant, en tout cas, ça c'est sûr. Je lâche pas quelque chose quand j'y crois. Et alors, je crois en un truc, en un raisonnement, un principe de base. Et ça, je tiens ça d'un ami en commun qu'on a, toi et moi, qui s'appelle Jacques Monclar. Que la forme a le droit d'être parfois un petit peu abrupte, tant que le fond est bon. Ouais. Et donc, je considère, tu vois, que ça peut m'arriver d'être dur. Ça peut m'arriver de... parfois peut-être déborder et mal parler à quelqu'un, mais j'ai envie de croire que c'est profondément toujours justifié. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas, je sais bien que je suis pas en train de dire que c'est bien de mal parler, ou pas du tout. Je dis juste que si ton argument de base, tu vois, Jacques, c'est un mec que j'adore, Jacques Monclar qui commente avec moi sur Bein. Tout le monde, enfin, il y a plein de gens qui te diront, il fait peur, il est dur, il parle mal et tout ça. Ouais. Il pardonne rien, quoi. Mais parce qu'au fond, il a toujours raison. Pour moi, c'est ça, c'est que la forme, c'est vrai qu'avec Jacques, parfois, laisse un peu à désirer, mais le fond, il a toujours raison. Et moi, je tolère ça. À partir du moment où le fond est bon et juste et raisonnable, eh ben, j'accepte. Tu vois, c'est un peu le privilège de l'amitié, ça, genre... mais je sais pas, mes bons potes, mes parents, ma famille, mes gens proches, je laisserai jamais personne, un inconnu, mal leur parler. Jamais. Ouais. Par contre, moi, je peux mal leur parler s'ils font de la merde. Tu vois ce que je veux dire ? Je vois. Voilà, c'est un petit peu ça l'idée. Ouais, donc ça veut dire que tu grandis comment ? T'es fils unique ? Non, j'ai 2 grandes sœurs. T'as 2 grandes sœurs. Ouais. Donc dans la cellule familiale, t'es un peu l'aiguillon de service ou pas ? Je sais pas, écoute, je suis le petit bébé, je suis le seul mec, enfin il y a mon père, mais parmi mes sœurs et moi... T'es le dernier. Je suis le petit dernier, voilà. Je suis le petit bébé, le dernier. Moi j'ai le côté un peu fort du sport, oui, qui fait que... Bah, quand t'es dans le sport, tu connais, sport co, en plus, t'es en général un peu à poigne, il vaut mieux dans le sport co pour réussir. Mais pas que, hein, parce que le métier que t'as choisi, c'est un métier aussi de posture, quoi. Il faut se faire respecter, quoi. Ouais, bien sûr, c'est important. Donc voilà, un petit peu l'environnement dans lequel j'ai grandi, avec 2 grandes sœurs, des parents qui vivent désormais dans le Pays basque français, que j'adore, qui m'ont poussé à devenir ce que je suis. Alors, mon père m'a communiqué l'amour du sport, c'est grâce à lui, l'amour de la F1. Quand j'étais gamin, il me réveillait à 4h du mat les dimanches pour le départ des Grands Prix du Japon pour aller voir Ayrton Senna. Ma mère m'a transmis l'amour des livres. C'est grâce à elle que je lis, que j'ai écrit des bouquins, que voilà. C'est pour ça que je leur ai dédicacé à mes parents mon premier bouquin, parce que c'est un combiné de ce qu'ils m'ont transmis tous les deux, l'un l'amour du sport, l'autre l'amour des livres. Voilà. Tu dirais que ton parcours
si on devait le résumer. Il a été fait d'occasion. Bon, on a parlé de Charles Bietri, là tu viens de parler de Jacques Monclar, parce que quand même, il y a aussi des rencontres à des moments. Hein. Il y a aussi des gens qui partagent ton chemin et qui font que... Mais tu dirais que tu as eu de la chance ? Alors, oui, bien sûr. Je suis persuadé que j'ai eu beaucoup de chance. Mais peut-être par ego, j'ai envie de croire que la chance, ça se provoque un petit peu. Tu lâches rien. Qu'il faut mettre les cartes de son côté. Il faut tout mettre, tu vois, il faut pousser fort pour que la chance arrive, en fait. J'ai envie de croire à ça. Mais oui, bien sûr que j'ai eu de la chance. Tu vois, quand je prends ma décision pour rentrer de Los Angeles à la BeIN, c'est irrationnel. On sait pas ce que c'est cette chaîne qui se monte. J'ai la belle vie à Los Angeles. J'ai toutes les raisons du monde de dire non et de rester à Los Angeles. Laissez-moi tranquille, je suis au soleil. Là, je vais voir les Lakers, je suis bien. Laissez-moi tranquille. Mais peut-être que quelque part tu sentais aussi que ça pouvait pas durer comme ça parce que dans la vie on aime aussi, enfin peut-être que je sais pas, je te pose la question, est-ce que toi aussi tu aimes quand ça progresse quoi? Bah oui bien sûr, surtout professionnellement. Là j'étais jeune, hein, j'avais 24 ans, j'avais envie 27 ans pardon. 24 ans c'est quand j'arrive à Los Angeles. J'ai 27 ans quand beIN arrive. Moi j'avais envie d'avancer, j'avais envie de... Tu vois là j'étais correspondant à l'étranger, c'était très cool, mais j'avais envie de devenir présentateur, de passer en plateau, de prendre des décisions, d'être impliqué au quotidien dans une émission, j'avais envie de tout ça, tu vois. T'es ambitieux quoi. Ouais. Je suis carriériste, j'ai envie de réussir, ouais, clairement. Ouais. Tu donnes combien de ton temps à ta carrière? Parce que il y a cette image d'Épinal... Il faut que je te le dise. Il y a cette image d'Épinal des journalistes qui travaillent 3 heures parce que c'est le moment où il y a le match en direct et puis l'avant et après et qui se la coulent douce le reste du temps. J'aimerais bien que ce soit ma vie, mais malheureusement c'est pas le cas. Non, déjà, nous on fait une émission tous les jours qui s'appelle NBA Extra qui demande beaucoup de temps de prépa. 3/4 d'heure d'émission en direct tous les jours avec beaucoup d'images, beaucoup d'interviews, ça se prépare. Beaucoup d'infos, ça va très vite. C'est un truc qui prend du temps à préparer. Et puis moi j'aime mon taf en fait et j'ai envie qu'il soit bien fait, j'ai envie de réussir. À l'époque des réseaux sociaux, comme on en parlait tout à l'heure, t'as plus le droit à l'erreur. C'est fini l'époque où tu pouvais sortir une petite saucisse, un truc machin. Aujourd'hui il y a des experts, il y a des comptes fans de tous les clubs, de toutes les franchises NBA. Si je dis une bêtise si je me trompe sur la durée du contrat d'un joueur à New York, je vais me faire soulever direct sur Twitter, tu vois. Il faut bosser désormais. Et c'est bien, c'est une bonne chose, on tire vers le haut, tu vois, le niveau monte. Bien. Mais je travaille beaucoup. Moi, ma vie aujourd'hui, de toute façon, c'est simple, c'est mon travail et le sport que je pratique à côté. Je fais du crossfit, si tu veux tout savoir. Je suis drogué à ça, j'en ai besoin tous les jours, j'en fais 1 heure ou 2. Et voilà, et quand il me reste du temps, ma vie perso à côté. Bon, tu lis, tu écris. Je lis, j'écris. Oui, voilà, ma vie, en fait, je dors pas trop, quoi. Voilà, on a l'impression. Et là, quand tu regardes, parce que bon... Quand on regarde la NBA, quand on commente la NBA, quel regard tu portes sur notamment le championnat français, le Betclic Elite ? Alors, moi, comme je t'ai dit, je suis un amoureux de tous les baskets, donc je continue de regarder. Je vais très souvent dans les salles voir les matchs. Je suis ravi de pouvoir venir voir la Roca Team tant que je suis à Monaco. À Paris, je vais voir des matchs. J'adore l'Euroleague, je regarde tout ça. Notre championnat de France, moi, je l'aime. Parce que j'ai grandi avec. En regardant ça, en regardant les épopées de Portet. Tu parlais de Jacques, voilà. C'est... oui, c'est un amoureux du basket français, Jacques, bien sûr. Et moi, j'ai qu'une envie, vraiment. Et c'est peut-être la prochaine étape de ma carrière, c'est qu'au-delà du journalisme, j'ai envie vraiment d'aider à faire grandir ce basket français. Si je peux être d'une aide, qu'elle soit à un club, à une fédé, à une ligue, à peu importe, j'aimerais aider à faire grandir ce basket français. Je trouve que ce basket français a un potentiel immense. On le voit en termes de talent, tout ce qu'on sort chaque année. Il y a encore 2 joueurs qui sont potentiellement numéro 1 et 2 de la draft après Victor, plus tous ceux qui ont été draftés avant, tous ceux qui... on ne parle pas de Tony qui a fait une carrière éblouissante là-bas, mais il y a quand même une tradition dans le basket français, dans la qualité en tout cas. Oui, t'as raison, il y a un truc, et puis en ce moment, il y a je veux dire, vous, Monaco, vous êtes un... Alors, je sais bien que c'est toujours compliqué de parler de France et de Monaco, mais vous êtes dans le championnat de France et vous êtes tu vois, une locomotive incroyable à ce championnat, quoi. Les joueurs que vous avez... à Monaco, on y croit. Hein. On croit au championnat de France et on croit à l'Euroleague. On croit au basket européen, ça c'est sûr. Parce que ce qu'ils appellent le basket FIBA, on y croit, quoi. Ça, c'est sûr. Mais je trouve que ce championnat mérite un coup de booster, mérite de la lumière, mérite de grandir. Tu vois, ça me fait mal au cœur de voir le club de Boulogne-le-Valois qui s'effondre.
Ça me fait mal au cœur d'avoir vu il y a 1 an et demi Portes descendre en Pro B. Et encore, ils sont descendus que en Pro B, parce qu'au départ, c'était plus bas. T'as raison. Et là, ils se sont fait sortir des playoffs. Ils espèrent remonter un jour en Betclic Elite. Mais moi, je pense que ce basket mérite, ce championnat mérite plus d'exposition et de niveau. C'est-à-dire qu'il mérite de grandir, tout simplement. Je suis d'accord avec toi, tu disais tout à l'heure que là, il y a une équipe qui a pris les choses en main à la Ligue, qui m'a l'air de faire du bon boulot. J'ai envie de leur donner cette chance-là. Ça a longtemps pas été le cas. On est obligé de le dire aussi. Et je veux que ça pousse fort parce que c'est pas normal qu'aujourd'hui le basket français galère pour trouver un diffuseur télé. C'est pas normal qu'il y ait si peu d'argent qui rentre. Quand tu vois que le rugby vient de signer pour 138 millions d'euros annuels avec Canal+, je ne comprends pas que le basket français soit dans une galère pareille. Mais parce que peut-être qu'il y a un problème de popularité. Je sais pas. Parce que les stades de rugby sont souvent pleins. Est-ce qu'on peut en dire de même des salles françaises ? Je suis pas sûre. Oui, mais ça parce que le boulot a pas été bien fait. Le rugby a pris un virage du professionnalisme dans les années 90 qu'ils ont parfaitement intégré. Ils ont eu des locomotives, Max Guazzini, le Stade français, c'était des modèles à suivre. Nous, au basket, on s'est frisé les moustaches, on s'est dit c'est bon, on est vice-champion olympique 2000 à Sydney, ça va rouler et tout. Résultat, les fédés, les ligues ont très clairement mal bossé à l'époque. On n'a rien développé. On n'a pas construit notre culture, on n'a pas construit notre base de fans, on n'a pas construit de rapport avec un diffuseur, on n'a pas. Et résultat aujourd'hui, le basket français cherche des revenus, cherche à exister. On est en lutte avec. Regarde, bon, t'as le football qui écrase tout, c'est logique. T'as le rugby qui est clairement numéro 2. On est en lutte avec le handball, peut-être même avec le volley, tu vois, pour exister. Peut-être même avec. J'ai aucun mépris pour le volley, mais je veux dire, aujourd'hui, le basket français, ne serait-ce qu'en nombre de licenciés, devrait être bien au-dessus du volleyball, tu vois. Ça me fait mal au cœur, en fait, moi. Pour moi, le basket, il devrait être à hauteur du rugby. Voilà, en termes d'impact en France. C'est pas grave, mieux vaut tard que jamais, hein, on part de loin. Bossons maintenant et faisons grandir ce sport pour que dans 10 ans, il soit à la hauteur où il doit être. Voilà. Justement, puisque tu me dis dans 10 ans, tu te vois où dans 10 ans ? Parce que tu dis, moi je suis carriériste, ok. Est-ce qu'un jour, l'aventure en club, alors La Rochelle, s'ils arrivent en Betclic, on sait jamais, mais est-ce que l'aventure en club, ça pourrait t'intéresser ? Écoute, pourquoi pas. J'ai pas de... Un de mes leitmotifs, c'est pas de plan de carrière. J'ai jamais fait de plan. J'ai toujours saisi les opportunités comme elles sont arrivées. Bein est arrivé, j'ai pris. On m'a proposé d'écrire un bouquin, j'ai pris. Il y a des trucs qu'on me propose auxquels je dis non. Tony Parker m'a proposé il y a 5-6 ans de prendre la tête de la communication à la Sven. J'ai dit non. J'ai pas senti le projet, ça m'a pas... tu vois, à l'instinct, je l'ai pas senti, j'ai dit non. Je fonctionne comme ça. Si demain un club vient me proposer quelque chose, je réfléchirai, clairement. J'écouterai. Aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que j'aime mon métier. J'aime ce que je fais. J'ai pas fait le tour de la question. J'aime la télé, j'aime la NBA, j'aime les émissions. J'ai envie de continuer à faire ça. Parce que quand on aime la télé, tu vois, tu dis ça, Rémi, et ça me fait penser, quand on aime la télé, est-ce que c'est difficile d'envisager de plus en faire ? Bien sûr. C'est une drogue, l'antenne, cette adrénaline, bien sûr, du direct, tu vois, et puis le fait d'être impliqué dans cette ligue incroyable qu'est la NBA, quoi. Je vais au All-Star Game, je vais au final NBA, j'interviewe les joueurs. Alors, ça, c'est ma question. Comment un journaliste français, même si vous avez les droits, arrive là-bas et peut décrocher autant de one-to-one avec des basketteurs parce que quand même, chaque fois, tu les fais tous, quoi. Bah écoute, c'est gentil, c'est un mix de plusieurs choses. Déjà, le fait d'être détenteur de droit t'ouvre des portes, clairement. Et puis la réalité, et encore une fois, c'est peut-être l'ego qui parle, mais j'ai envie de le croire, c'est que le boulot, le travail paye, quoi. La NBA au départ est frileuse, hein, quand on débarque, ils savent pas trop qui on est, ce qu'on va faire. C'est ça, puis Bein France, quoi. Tu vois, c'est... Et puis petit à petit, au fil des ans, tu fais des interviews, ils t'accordent quelques joueurs de standing un peu plus bas au début, tu prouves que ça se passe bien, qu'il n'y a pas de retour négatif des joueurs, des franchises ou quoi que ce soit, et tu acquiers comme ça le respect de la ligue. Et ça arrive au point où, sur les 2-3 dernières années, sur les finales, ils me filent tous les plus gros joueurs en interview. C'est vrai, j'ai vu ça. J'ai eu, là, en début d'année, j'ai eu Luka Doncic, j'ai eu Kyrie Irving, l'année dernière, j'ai eu Jamal Murray, j'ai eu tous ces mecs-là pendant les finales NBA, j'ai eu Jaylen Brown, j'ai eu des superstars. Depuis 2-3 ans, c'est la 3e année maintenant, la NBA aussi me demande de voter pour les trophées. Oui, j'ai vu que tu votais pour les trophées. Je fais partie du panel mondial là, des votants. Tu vois, tout ça, c'est une fierté pour moi, mais c'est du respect de la part de la Ligue par rapport à notre travail sur BIN et à mon travail à moi, quoi. Alors, je t'ai vu aussi interviewer Brianna Stewart. Oui, c'était très chouette.
Parce que dans tout ça, on a parlé beaucoup de sport masculin. Oui. On n'a pas parlé de sport féminin. Est-ce que tu y crois, toi, à la WNBA ou pas? Ah bah, ce serait con de pas y croire en ce moment. C'est clairement le bon timing, oui, alors, en tout cette cas. année, alors, Caitlin Clark, enfin bon, il y a franchement, il y a Angel Reese, enfin, il y a plein de jeunes stars qui arrivent. AJ Wilson, enfin, il y a des filles incroyables qui sont dans la ligue. Mais... Il y a une hype terrible, les audiences sont incroyables. Ouais. C'est clairement, alors pour ceux qui doutent, c'est le moment d'y aller, quoi. C'est le moment de se lancer, d'allumer sa télé. Sur Bein, on diffuse un match par semaine, de regarder, voir à quoi ça ressemble, quoi. Ne serait-ce que par curiosité. Après, je sais que c'est un peu cliché et politiquement correct de dire ça, mais moi, et je rejoins Tony Parker là-dessus, qui y croit de son côté, je le sais, je crois en ce développement du sport féminin, bien sûr. Quand je vois là, et ça nous confirme ça, ce qui est en train de se passer aux États-Unis, ce qu'il te faut, c'est toujours la même chose, de toute façon, c'est toujours la même histoire, c'est toujours la même recette, il te faut des locomotives. Ah ouais. Caitlin Clark en est une pour la WNBA, c'est pour ça que je dis à tout le monde, allez-y, regardez ces matchs. Bon, elle perd tout pour l'instant, c'est pas grave, ça viendra, elle est forte. Oui, parce que c'est le système américain, comme elle est numéro 1 de draft, elle va dans l'équipe la plus faible. C'est WNBA avec San Antonio, tu vois, c'est voilà. Ça. Donc allez-y, regardez, et tous les prétextes sont bons. Vous êtes curieux, vous voulez voir les gens qui dénigrent le sport féminin, ouais, non mais c'est bon. Regardez Caitlin Clark, regardez ce qu'elle fait, et vous allez voir Steph Curry au féminin, c'est incroyable. C'est vrai. Donc tous les prétextes sont bons. Le truc, c'est que bien sûr que le sport féminin part de loin, que bien sûr qu'aujourd'hui l'engouement est pas le même, que moi aussi je suis un fervent croyant du sport business, c'est-à-dire que aujourd'hui on a ce qu'on rapporte. Les gens qui disent oui mais elles sont mal payées, elles sont ceci cela, bah oui mais parce qu'elles vendent moins de maillots, parce qu'il y a moins de droits télé, parce que ceci cela, c'est logique, c'est une économie de marché. Mais ce qui se passe cette année fait que ça va peut-être un petit peu changer. Bon, ça veut dire qu'il y a une évolution qui est toujours possible. Parce qu'on se demande où ça peut s'arrêter. Et tu vois, on a l'impression, quand on regarde Bein, quand on vous regarde, on a l'impression qu'on est au sommet de ce qui peut être inventé, quoi. Tu vois ? Oui, alors t'as raison dans le sens où après moi je crois en l'innovation, les mecs peuvent toujours nous pondre des trucs, je suis pas assez, enfin je suis assez confiant là-dessus. Mais l'invention, c'est la base du truc, c'est le basket, c'est les joueurs, les joueuses, quoi, c'est ça le truc. Et là, c'en est le meilleur exemple. Une année où t'as tellement de stars qui sortent de fac, bah voilà, c'est ça l'invention. Voilà, de Wemby, c'est notre invention. Ah oui, c'est totalement out of the blue. Enfin, pour ceux qui connaissent pas, enfin, Wembanyama, il arrive de nulle part. C'est que personne ne l'attend. Jamais personne n'imagine qu'on va sortir un prospect pareil. Il y a 2 ans ne connaissent pas, tu vois. Enfin, le grand public, je pense qu'il y a même encore 1 an, ne connaît pas Wemby. Et ça y est, tout le monde. Je veux dire, ma mère qui regarde pas le basket à part mes émissions pour voir si je suis bien habillé ou pas, connaît Wemby et me demande ce qu'il a fait, quoi. Tu vois. Ah tiens, ça c'est un truc que je voulais te demander. Est-ce que tu as des gens qui sont critiques autour de toi ? Est-ce que tu as des retours ? Parce que tu dis, moi j'aime faire mon travail, le faire bien, etc. Il y a bien des gens qui te disent, bon, ça allait pas, ou ça m'a pas plu, ou ça... Et des gens en qui que tu écoutes quand ils te disent ça. Ah bah bien sûr, et heureusement. Alors déjà, moi je suis très critique de moi-même, mais ça je pense que c'est utile quand tu passes à la télé de se revoir, se regarder, et se dire, ah là, mon interview c'était vraiment de la merde, quoi, ça m'arrive. Et ça arrive. Et autour de moi, bien sûr, on parlait de Jacques. Ça arriver souvent quand même. Ça arrive de temps en temps, t'es gentil. Jacques Monclar est un très bon garde-fou pour ça. Hein. Quand tu fais de la merde, tu le sais très vite. C'est vrai. Ah bah oui, Jacques est pour moi, vraiment, c'est le bon terme, un garde-fou à Bein, c'est-à-dire qu'il recadre quand ça va pas, et il a raison. Il a raison. Dans mon entourage proche aussi, je peux te dire que le jour où je commence à prendre un peu le melon, ma mère, elle va vite me faire redescendre. Hein. Mais alors très vite. J'ai pas trop de risques à ce sujet-là. Donc oui. C'est une personnalité forte. Oui, moi je trouve que c'est une personnalité ultra forte, mais c'est quelqu'un de très timide et discret qui fait pas du tout, qui a jamais fait un métier exposé ni rien, tu vois. Il y a peut-être une différence entre, parce que tout à l'heure tu m'as dit que tu étais timide, tu fais pourtant un métier très exposé. Il y a peut-être une différence entre la timidité et le fait de s'exposer. Ou d'exposer son image. Oui, peut-être 100%. Il y a peut-être un petit truc. Pas du tout, t'as raison, lié, nécessairement en tout cas. Enfin, mais oui, pour. Il y a quand même des gens qui peuvent prendre leur téléphone ou qui peuvent prendre un café avec toi et te dire ça. Oui. J'en ai, et heureusement, c'est important en fait. C'est le pire des pièges en fait de se faire mousser par tout le monde, d'avoir que des gens gentils. Ah, c'était trop bien l'émission aujourd'hui. Ah, c'était trop bien l'émission aujourd'hui. Ah, aujourd'hui, qu'est-ce que c'était bien l'émission, tu vois. Ouais, bah au final, bah tu te challenges plus et t'avances plus, tu vois. Et ça fait mal, bien sûr que ça fait mal. Et moi j'essaie d'être comme ça, tu sais, maintenant que j'y reviens, je vieillis un peu, et je suis plus le jeune journaliste, maintenant ça y est, je vais avoir 40 piges un de ces jours, tu vois, ça y est, j'arrive dans la fleur de l'âge et tout. On commence à accueillir des jeunes journalistes.
Et moi, je leur dis, j'ai aucun scrupule. Ton sujet, là, bah écoute, c'était pas mal, mais ça, c'était pas bon. Ta voix, là, ça allait pas. T'as oublié de me parler de lui. Ta transition, ça fonctionnait pas. Il faut dire ça. Et c'est là où je pense que tu vois l'intelligence émotionnelle des gens. Ceux qui acceptent ça et ceux qui se braquent. Ceux qui se braquent tout de suite. Ah bon, tu trouves bah, c'est un peu dur. Ceux qui disent ah, ouais, je comprends, ok, d'accord. Et bah, je trouve que c'est les gens qui peuvent avancer, quoi. Tu enseignes ? J'ai enseigné, ouais. C'est marrant que tu me parles de ça, je pensais même pas en parler, mais pendant 5 ans, j'ai arrêté cette année, pendant 5 ans, j'ai donné des cours en école de journalisme, ouais. Ouais. Et c'est un truc qui me plaisait beaucoup. Oui, c'est la question que j'ai... Mais c'est quand même drôle d'enseigner à des gens qui ont pratiquement ton âge, non ? Ouais, c'était quand même plus jeune, hein. C'est des gamins qui sont en master, donc ils avaient entre 21 et 23 ans, tu vois, et moi j'avais 32, 33, 34, 35 ans, quoi. Ouais. Mais la proximité d'âge fait que c'était cool, j'ai envie de croire, ouais. Bon, ça t'a plu, quoi. Ouais, c'est une belle expérience. Ça me prenait beaucoup de temps et je suis débordé, donc j'ai dû arrêter cette année, mais ça m'a beaucoup plu. Bon, avant de te laisser partir, moi j'aimerais savoir ce qu'on peut te souhaiter maintenant. Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter ? Déjà que Lewis Hamilton gagne le Grand Prix de Monaco. Ça me rendrait très heureux. Même si j'y crois pas trop. J'attendais que la Roca Team gagne la Rolex l'année prochaine. Bah non. Ouais, mais c'est un peu loin, c'est dans un an. Je vous laisse le temps. Donc toi, tu es Team Lewis. Je suis Team Lewis à 100%. C'est une star quand même. C'est une énorme star et j'aimerais bien qu'il gagne un dernier Grand Prix là, avant de s'arrêter. Là, ça me ferait plaisir. Mais il va pas s'arrêter puisqu'il va aller chez Ferrari. Oui, je sais bien. On verra bien comment. Ça m'a un peu transpercé le cœur parce que du coup, j'étais Merco depuis toujours. Je sais qu'après, ici à Monaco, vous êtes très Ferrari because Charles et je le comprends, évidemment. J'ai hâte de voir ça d'ailleurs, cette association. C'est vrai. Mais qu'est-ce que tu peux me souhaiter ? De pouvoir continuer à faire du sport et être en bonne santé parce que c'est important. De continuer à être heureux dans mon taf. Qu'est-ce que tu peux me souhaiter de beau ? Je sais pas, d'être président de la République américaine un jour. Ah non, je peux pas, je suis pas aux États-Unis. Non, ça marche pas, je peux pas, non, raté. Non, mais il y avait quelqu'un qui était à ta place et qui me disait la vie, c'est avancer avec ses antennes ouvertes. Et toi, t'as les antennes ouvertes ou pas ? Ouais, complet. C'est une très belle formulation, j'aime beaucoup. C'est Jean-Louis Etienne, hein ? Ok, bah voilà. Tu vois ? Écoute, ça me plaît, voilà. Je m'en souviendrai. C'est ce que je te disais tout à l'heure, pas de plan de carrière, garder ses options ouvertes, écouter ce que la vie t'amène et décider. Donc voilà, je sais pas, j'aime ce que je fais aujourd'hui. Si tu me dis là tout de suite que dans 10 ans je fais le même métier, je pense que je serais très heureux. Si tu me dis que dans 10 ans je fais complètement autre chose, je suis devenu viticulteur en Bourgogne, bah écoute, pourquoi pas, tu vois. Ouais, quoi qu'il en soit, tu subis pas, quoi. C'est pas mon genre, non, je crois pas. Eh ben écoute, merci Rémi, c'était vraiment sympa. Merci de l'accueil. Beaucoup.